Donc Jean-Nicolas Piotrowski, je suis le président fondateur de la société iTrust, expert en cybersécurité. Tiens, deux mots quand même, j'ai 10 minutes. Euh, iTrust fondé en 2007, si je me trompe plus, donc ça fait un petit moment. Euh, on est maintenant membre du groupe Iliad, puisque Iliad est rentré à 60% dans le capital d'iTrust il y a 2 ans, pour être le centre d'expertise cyber du groupe et travailler en synergie avec Free Pro sur les solutions de cybersécurité pour les entreprises et avec Free sur leur sécurité et la sécurité grand public pour les années qui arrivent. Domaine d'expertise, je passe très rapidement, mais ça permet juste d'avoir un petit aperçu de ce qu'on fait chez iTrust, puisqu'en fait, on développe des solutions innovantes en cybersécurité basées sur l'intelligence artificielle depuis un peu plus de 10 ans. Alors, il y a 10 ans, ça s'appelait pas IA, évidemment, ça s'appelait analyse comportementale. Enfin, peu de monde y croyait. On a été un des premiers à travailler sur l'IA appliquée à la cybersécurité, notamment parce que on venait du domaine de la banque et qu'en banque, on utilisait beaucoup les modèles mathématiques pour faire de la détection de modifications sur les marchés financiers, sur les salles de marché à la BNP arbitrage. Donc on développe deux produits importants, Aiker et Revelium. Revelium, c'est le SIEM, alors il y a beaucoup d'acronymes en cybersécurité, mais je fais simple, le SIEM XD RUEBA SOAR. Oh, c'est cool. Ouais, ça a l'air très bien comme ça impressionne. Évidemment, c'est Gartner qui définit ces noms-là. Je pense je pense qu'ils sont payés à la lettre, en fait, quand ils font des analyses de marché. Et donc, Revelium, c'est le premier produit européen qui arrive à concurrencer les produits américains pour faire de la détection comportementale et la protection des systèmes d'information. Et c'est ici en bas, là. Basé notamment sur l'intelligence artificielle. Donc on a été les premiers. Aujourd'hui, on est deux, trois produits en Europe et Revelium est celui qui arrive à concurrencer le mieux les Américains qui sont plutôt Splunk et IBM Curadar. Alors je vais pas vous parler de de toute l'IA sur la cyber parce que ça mériterait quand même pas mal de temps. Et puis pour ceux qui connaissent Thierry Berthier, il vaut mieux écouter Thierry qui l'expliquera bien mieux que moi parce qu'il a une vision beaucoup plus globale des choses. Mais moi, j'ai voulu plutôt vous dire ce qu'on fait concrètement, plutôt que de faire des incantations et du prévisionnel du prédictif ou de l'anticipation science-fiction. Vous dire vraiment ce qu'on fait sur l'IA, par exemple chez iTrust, pour vous donner des indicateurs et des éléments concrets. Bon, je vous passe évidemment toutes les choses que vous pouvez connaître qui sont l'utilisation de l'IA, les différentes techniques d'IA, etc. L'UEBA, c'est une des composantes d'IA de la cybersécurité, dans laquelle on analyse le comportement des utilisateurs et des machines. Il y en a d'autres. Je vais vous parler un petit peu de LLM aussi, donc c'est mes deux sujets, c'est UEBA et LLM. Il y en a d'autres évidemment, et si je fais une petite aparté sur la cybersécurité, je vous mets un slide qui vous permet de ne pas vous endormir quand je vous explique. Euh, la petite aparté, c'est qu'évidemment, bon, l'IA est arrivée il y a 2 3 ans en cybersécurité, même si nous, ça fait un petit moment qu'on la travaille. Euh, Notamment, elle est utilisée, alors évidemment, pour des attaquants qui maîtrisent pas trop l'informatique et qui peuvent utiliser un GPT ou un LLM pour créer facilement des attaques qui sont souvent assez peu évoluées. Donc ça change pas trop la donne. C'est-à-dire que sur le fond, les entreprises sont tellement mal protégées que de toute façon, les attaquants utilisant l'IA, finalement, ça va pas changer grand-chose parce que sans utiliser l'IA, on arrive déjà à, à rentrer dans un système d'information, à le pirater, à récupérer des informations sensibles, hein. Pour ceux qui ont vécu les dernières attaques, je crois que j'avais un slide, mais je l'ai pas affiché sur les dernières attaques récentes. C'est pas du tout l'IA qui a permis de récupérer les datas de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de l'attaque de Free, de l'attaque de Cultura, etc. C'était vraiment des attaques très, très, très basiques. Donc, il n'y a pas besoin de chercher de l'IA dans des attaques évoluées. Par contre, l'IA nous aide beaucoup pour défendre et pour lutter pour la course à l'armement, hein, donc pour lutter contre les attaques.
Donc je passe tout ce qui est attaque, fake news, utilisation de l'IA par des amateurs pour devenir un petit peu, pour faire des attaques assez évoluées. Je passe sur la polymorphie, c'est-à-dire le fait de faire entrer un virus, de le faire muter pour éviter qu'il soit détecté. Tout ça, c'est des choses assez évoluées, mais qui finalement créent assez peu de disruption dans l'attaque ou dans le modèle de, de, de la cybersécurité, puisque de toute façon, les attaques de base continuent d'être les attaques les plus massives et les plus faciles à créer, sans utilisation de l'IA. Donc, on se concentre surtout sur l'utilisation de l'IA sur la défense. Donc, l'UEBA, c'est quoi? Euh, c'est un des premiers modèles de, de détection comportementale qu'on a créé chez iTrust, et puis c'est un nom qui a été, d'ailleurs Gartner, la dérivée de notre premiers travaux de comportementaux, où on analyse en fait le comportement des utilisateurs et des systèmes d'information sur la base de logs. Par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu Active Directory, les logs Windows, les connexions, le nombre de connexions, le lieu de connexion, les process qui sont lancés sur l'ordinateur, la RAM, etc. Et sur la base de certains patterns, donc un dataset d'une dizaine de données, on va être capable de créer sur des modèles. Alors là, c'est pas du LLM, hein, c'est du scikit-learn avec certains modèles mathématiques. On n'a pas recréé les modèles mathématiques, évidemment, on les a juste adaptés et entraînés pour arriver à avoir cette courbe que vous voyez, enfin, qui n'est pas une courbe, pardon, qui est une zone de points où en fait on arrive à classer certains utilisateurs par niveau de criticité. Donc un utilisateur qui est tout en haut à droite et qui est rouge, c'est un utilisateur du système d'information ou une machine un process, hein, une application, qui a un comportement déviant. Comportement déviant soit par rapport à ce qu'il fait d'habitude, donc sur la base de saisonnalité et d'algorithmes assez classiques, et sur la base aussi de ce qu'il fait par rapport aux autres utilisateurs qui sont dans le même profiling que lui, administrateur système, bureautique, commercial, etc. Donc on arrive à créer ça, ce qui est assez intéressant parce qu'en fait ça nous permet non pas de dire qu'il y a une menace évidente, mais ça va permettre de corréler ça à d'autres événements qu'on va recroiser, type la machine est en train de parler avec une IP à risque sur Internet, et en plus elle a un utilisateur sur cette machine-là qui est considéré aujourd'hui en déflexion importante, c'est-à-dire qui a un comportement complètement inhabituel au comportement de d'habitude. Et donc, ça permet de recroiser les deux informations et de monter une menace. L'élément essentiel étant évidemment de remonter une menace qui soit la plus pertinente possible, qui ne soit pas un faux positif, qui soit la plus rapide possible pour essayer d'anticiper une attaque. Donc là, typiquement, on pourrait anticiper un ransomware qui est en train de s'installer sur une machine parce que l'utilisateur a cliqué sur un lien de phishing, s'est fait avoir, la machine est compromise et est en train de se propager, de télécharger des charges virales et petit à petit va s'installer sur le système d'information et lancer ce qu'on appelle un ransomware ou un cryptolocker, bloquer l'ensemble du système d'information et demander une rançon. Voilà. Donc ça permet d'éviter ça, c'est-à-dire de détecter le signe faible le plus en amont possible. Donc pour vous donner une autre idée de ce qu'on fait sur d'autres algorithmes qu'on a travaillé là, depuis 7-8 ans, on va travailler aussi sur du DGA. Alors DGA, c'est assez intéressant parce que à l'époque c'était assez complexe, maintenant c'est devenu très facile. C'était un des premiers algos qu'on a développé, c'est de détecter de l'entropie dans un URL, ce qui nous permet de détecter, par exemple, la différence entre une erreur de frappe au clavier qui dirait je vais me connecter sur une URL x322z3.com. En fait, il faut savoir que ça peut être une erreur, mais ça peut être aussi une URL qui permet à un insider et à une charge virale d'aller chercher une information à l'extérieur, ce qu'on appelle un CNC, une communication entre une charge virale qui va communiquer avec son maître, ce qu'on appelle un maître zombie sur Internet, pour aller lui demander ce qu'il doit faire, s'il doit se propager, s'il doit aller chercher une charge virale plus importante pour saturer le système d'information, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très utilisées pour pour les ransomware et pour les crypto-lockers. Et donc, on y attache beaucoup d'importance. Les IP changent tout le temps. Donc, la charge virale qui est dans un système d'information va aller taper sur un DNS et va aller taper sur une URL complètement farfelue.
qui pourrait être considérée comme une erreur, et avec l'analyse d'entropie du texte qu'on fait sur l'URL, ben, on va détecter qu'en fait c'est une URL qui a été créée par une machine et pas par un humain ou pas par une faute de clavier. Donc ça, c'est super intéressant puisque ça permet de détecter un insider, une machine qui est déjà compromise dans le système d'information pour anticiper sa propagation. Passe au Vas-y. LLM. Le LLM, pour vous donner une idée, on a arrêté la R&D sur les parties détection parce qu'on avançait bien, mais beaucoup moins vite que ce qu'on voulait faire. Et donc, on a basculé le LLM en octobre. Donc, toute la R&D a basculé sur le LLM. Utilise le LLM parce que le LLM va nous permettre de diminuer le nombre de faux positifs. C'est-à-dire que la menace est envoyée dans des serveurs chez Scaleway, chez nous, en LLM. Là, c'est du Llama pour être analysé euh, avant et après que l'analyste ne puisse faire l'analyse de la menace en cours. Donc on va faire quoi? On va faire par exemple de l'enrichment, donc enrichir l'information qu'on va donner au client avec le LLM sur la base de tout un tas d'informations qu'on a depuis des années. C'est tel type d'attaque, vérifiez ça, faites ça. Donc évidemment, ça automatise le travail de l'analyste quand on va envoyer une menace à l'utilisateur. Et ça permet d'éviter les erreurs, alors, typiquement les erreurs d'orthographe, mais aussi d'éviter les erreurs, typiquement un client qui nous dit je ne veux pas qu'on remonte cette information parce que c'est un process qui est standard et classique. Ben, on va pouvoir, à partir de ce qui a marqué dans la Take into account client specification, c'est on a des fiches clients et donc cette fiche client va être analysée par le LLM pour dire ben, je ne vais pas remonter cette menace que l'analyste est en train de traiter parce que elle n'a pas vocation à être remontée. Donc évidemment, ça évite les erreurs humaines. Je vous donne trois exemples de gains de productivité qu'on a avec le LLM en ce moment. C'est ici, on arrive à diviser par 5 le nombre d'analystes et donc de multiplier par 5 le niveau de productivité des analystes. Donc c'est très intéressant parce qu'évidemment, les analystes, on va pouvoir les basculer sur des niveaux plus évolués d'analyse. Un autre exemple, les parseurs. Les parseurs, on avait 4 personnes dédiées aux parseurs pour parser des données. Maintenant, on injecte la documentation du produit dans le LLM et on va pouvoir de suite créer le parseur. Donc, j'ai plus qu'une personne qui s'occupe du parsing aujourd'hui. Et après, on va diminuer aussi le nombre de faux positifs, augmenter les temps de détection et éviter les erreurs humaines, comme on peut le voir là, on va éviter que le client soit insatisfait, qu'on lui remonte une alerte alors qu'on n'aurait pas dû lui remonter. Voilà. C'est du très concret et j'en ai fini là. De, ouais, j'en ai fini là, Luc. Si tu as juste encore un mot de conclusion, vas-y, avant encore. La conclusion, c'est que en fait, on est en avance, hein, on est en avance sur la partie. L'IA nous a permis vraiment de détecter, d'augmenter largement le niveau de protection des entreprises, ce qui nous permet d'avoir. Enfin, nous, on est capable aujourd'hui d'afficher 100% de protection des entreprises depuis 5 ans. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à travailler sur ce modèle LLM. Alors ce qui est très étonnant donc, pour élargir le sujet, c'est qu'en fait, on réfléchit même à mettre nos algos et nos modèles en API à disposition sur Internet et de les facturer pour des entreprises qui n'ont pas eu cette avancée technologique. Mais ça veut dire aussi mais ça vous devez avoir le débat dans l'IA, c'est que en fait n'importe qui à l'autre bout du monde, tout seul, peut être capable, euh, il faut avoir la data, mais peut être capable de définir un meilleur algorithme que nous. Et on l'a vu avec WhatsApp ou Airbnb qui est capable avec 20 personnes de concurrencer un très grand du CAC 40. Ben là, on a une personne qui est capable, si elle a les data, de concurrencer un iTrust et concurrencer un Splunk. Et donc, c'est une situation dans laquelle on n'était pas, puisque nous, on était toujours en avance, mais on se rend compte qu'en fait, ça va tellement vite que notre algorithme peut être bypassé, peut être usagé, vieux, assez Concurrencé. rapidement. Voilà.